Le 13 mai 1950, le ciel anglais, fidèle à sa réputation, hésite entre gris et bleu. Sur l'ancien aérodrome de Silverstone, reconverti en circuit automobile, une foule de plus de 100 000 spectateurs se presse derrière les barrières de paille. Le roi George VI et la princesse Elisabeth sont présents dans la tribune royale, l'atmosphère est électrique. À 15 heures précises, le drapeau britannique s'abaisse. 21 voitures s'élancent dans un rugissement assourdissant. Farini, au volant de son Alfa Romeo, prend immédiatement la tête. Derrière lui, Fangio et Fagioli, également sur une Alfa, forment un trio de tête intimidant. Ce premier Grand Prix de Formule 1 est une démonstration de force italienne. Les Alfa Romeo, surnommés Alfetta, dominent sans partage. Leur moteur suralimenté de 1,5 litres développe près de 350 chevaux, une puissance phénoménale pour l'époque. Farina remporte la course, s'inscrivant comme le premier vainqueur de l'histoire de la Formule 1. Mais ce jour-là, c'est bien plus qu'une course qui débute. C'est la naissance d'un mythe collectif, d'une passion qui traversera les générations. Les voitures de cette première décennie sont des créatures fascinantes et terrifiantes. Le moteur, positionné à l'avant, confère au monoplace un comportement capricieux. Le survirage guette à chaque courbe. Les pneus, étroits et peu adhérents, peinent à transmettre la puissance au sol. Les cockpits sont spartiates. Un volant en bois, quelques instruments basiques, aucune protection. Les pilotes portent un casque en cuir, parfois une paire de lunettes. C'est tout. En cas d'accident, les chances de survie sont minces. Des réservoirs d'essence placés autour des pilotes transforment chaque crash en brasier potentiel. Les circuits eux-mêmes sont des pièges mortels. Spa-Francorchamps, avec ses 14 km tracés à travers les forêts ardennaises, ses virages aveugles, incarne cette dangerosité. Le Nürburgring, avec ses 22 km et ses 170 virages, est surnommé l'enfer vert. Un pilote qui ne connaît pas parfaitement chaque bosse, chaque piège de ses tracés signe son arrêt de mort. Mais tout cela, ou peut-être à cause de cela, les pilotes courent. Pour la gloire, pour l'argent, mais surtout pour cette sensation unique, inexplicable, de dompter la vitesse. Si cette époque doit avoir un visage, c'est celui de Juan Manuel Fangio. Né en 1911 dans la Pampa argentine, fils d'immigrants italiens modestes, Fangio n'est pas destiné à devenir une légende mondiale. Son style de pilotage est révolutionnaire. Là où ses concurrents attaquent brutalement, Fangio glisse, caresse la trajectoire parfaitement. Il possède une lecture de la course d'une intelligence supérieure, anticipant les stratégies, gérant ses pneus avec une précision d'horloger. Entre 1951 et 1957, Fangio remporte 5 titres mondiaux, un record qui tiendra pendant 46 ans. Mais au-delà de ces chiffres, c'est son aura qui marque les esprits. Respecté par tous, y compris ses adversaires, Fangio incarne l'aristocratie du pilotage. Sa victoire au Nürburgring en 1957 à 46 ans reste gravée comme l'un des plus grands exploits de l'histoire du sport automobile. À ses côtés évolue un autre géant, Stirling Moss. Le Britannique possède tout ce qu'un champion devrait avoir: vitesse pure, courage, intelligence tactique. Pourtant, le titre mondial lui échappera toujours. 1958 résume sa tragédie. Moss peut devenir champion en disqualifiant Hunter lors du GP du Portugal, mais refuse, considérant que son rival n'a pas commis de faute. Cette noblesse lui coûtera le titre, perdu d'1 point. L'histoire retiendra Moss comme le meilleur pilote sans titre. Formule cruelle qui résume son destin. Son accident à Goodwood en 1962, qui le laisse dans le coma pendant 1 mois, met fin prématurément à sa carrière. Mais sa légende, elle, est intacte. Pendant que les pilotes écrivent leur épopée personnelle, une équipe construit son mythe, Ferrari. Fondée par Enzo Ferrari, ancien pilote Alfa Romeo, devenu entrepreneur visionnaire et tyran capricieux, la Scuderia participe à la toute première saison en 1950. La relation d'Enzo avec ses pilotes est complexe, souvent toxique. Il les adore et les manipule. Il les élève et les brise. Plusieurs mourront au volant de ses voitures rouges. Mais la passion qu'il insuffle à son équipe est réelle, presque religieuse. Ferrari est la seule équipe présente depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui. Cette continuité historique fait d'elle bien plus qu'un constructeur. C'est un symbole, un patrimoine du sport automobile. Les circuits de cette époque sont des lieux magiques et maudits. Monaco, avec ses rues étroites longeant le port, ses montées vers le casino, ses tunnels obscurs, défient toute logique. Un accident est impardonnable. Un contact avec les rails, implacablement sanctionné. Monza, le temple de la vitesse italienne avec ses longues lignes droites et sa piste ovale surélevée, voit les bolides atteindre des vitesses vertigineuses. Les spectateurs frôlent constamment la catastrophe. Spa-Francorchamps est peut-être le plus meurtrier.
La Belgique pleure régulièrement ses morts. Mais la beauté sauvage du tracé, ondulant à travers collines et forêts, en fait le circuit préféré des pilotes, celui où l'on prouve sa valeur. En 1957, une première équipe britannique nommée Cooper ose l'impensable. Charles et John Cooper, père et fils, décident de placer leur moteur derrière le pilote. L'idée n'est pas totalement nouvelle, mais son application en Formule 1 constitue une hérésie. Les sceptiques ricanent. Pourtant, dès 1958, les résultats parlent. Stirling Moss, au volant d'une Cooper Climax, remporte le GP d'Argentine. L'année suivante, Jack Brabham devient champion du monde sur Cooper. La révolution est en marche. Le moteur arrière offre une répartition des masses transformées, une maniabilité accrue, une meilleure traction. En quelques saisons, toutes les équipes abandonnent l'architecture traditionnelle. Ferrari résiste jusqu'en 1961, perdant 2 années précieuses. Cette transition marque la fin d'une ère et le début d'une course technologique sans merci. En 1966, la FIA impose une révolution réglementaire. Les moteurs passent de 1,5 litres à 3 litres. Ce changement brutal bouleverse l'équilibre des forces. Ferrari, qui a anticipé, domine immédiatement avec son V12. BRM et Repco développent de nouveaux blocs. Lotus, pris de court, peine à s'adapter. Cette année-là, Jack Brabham devient le seul pilote de l'histoire à gagner le championnat au volant d'une voiture portant son nom. Mais au-delà des résultats sportifs, 1966 symbolise l'accélération d'une tendance. La Formule 1 devient une discipline d'ingénieurs autant que de pilotes. Les budgets explosent, la complexité technique s'envole. L'innocence des débuts appartient désormais au passé. La F1 entre dans une nouvelle dimension.